Voilà, donc je vais passer la parole à Alain. Assieds-toi. Voilà, ouais, on va se mettre. Voilà. Bon, ici ça va, hein, tu préfères? Je fais où on me dit de faire comme tout. C'est comme tu veux, Alain. Donc en fait, Alain, les premières questions que je voulais te poser, c'était effectivement d'avoir ton avis sur les actions qui sont en cours ou prévues pour la biodiversité en Europe. Je sais qu'il y a des politiques européennes qui sont mises en place en faveur de la biodiversité et que le sujet, c'est souvent l'application de ces politiques. Donc j'aurais aimé avoir ton sentiment là-dessus, avoir aussi tes propositions. Et puis, je voulais te poser une troisième question. Est-ce que tu ne penses pas qu'en même temps que les lois qui viennent d'en haut, on n'a pas tout à fait intérêt sur des sujets comme la biodiversité à sensibiliser les territoires, à sensibiliser les citoyens et à commencer à prendre des initiatives avec justement les mairies, les territoires plus larges comme les régions ou les départements? Ouais. Bien des choses. La première chose qui me vient à l'esprit ce matin, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, c'est quand même l'échec de la COP24. Actuellement, on ne réalise pas ce qu'il est en train de se passer dans le monde et pour le futur. Je pensais qu'il y avait une prise de conscience des réalités climatiques dramatiques et on constate qu'il y a des pays qui se désengagent et que la mise en œuvre de la COP21, qui était un progrès admirable, eh bien, ne se dessine pas comme il convient. Or, le GIEC nous dit que si on va au-delà d'1,5 degré, à 2 degrés, par exemple, les coraux disparaissent. Voilà, c'est le GIEC qui le dit, les scientifiques. À 3 degrés, les mesures d'adaptation ne sont même plus envisageables. Ce n'est pas la peine d'y penser. Et à 4 degrés, on engage des conflits entre le Nord et le Sud et peut-être même dans les pays riches. Voilà ce qui se dessine. Et on parle d'autre chose, de beaucoup d'autres choses. De Miss France ce soir, c'est important, certes, mais quand même, je trouve que là, il y a un vrai problème. Et de la même façon, il y a un détachement total à l'égard du déclin de la biodiversité, alors qu'on ne survivra pas aux vivants qui s'estompent. On en est dépendant. Je voudrais simplement planter le décor. On va prendre un exemple. C'est le CNRS qui s'est attardé sur cette question. Combien il y a le poids des mammifères sur la planète? Alors vous me direz, il y a plus grave comme question, mais enfin, bon, les chercheurs ont travaillé là-dessus. 1261 millions de tonnes de mammifères sur la planète, ça ne nous dit pas grand-chose, mais quand on va plus loin et qu'on se demande quels sont ces mammifères, et qu'on constate que 67% des mammifères de la planète actuellement, c'est le bétail pour l'homme. L'homme, c'est 30%. Vous faites le calcul, ça fait 97% de mammifères, l'homme et son bétail. Il reste 3% pour les éléphants, les rhinocéros, l'écureuil et la musaraigne. C'est ça le paysage qu'on a dessiné. On ne survivra pas. Pour moi, franchement, rester indifférent à l'état du vivant, c'est un crime contre l'humanité, tant il est vrai qu'on ne s'exonérera pas du vivant. Alors, il n'y a pas que la petite abeille qui est sympa, qui pollinise à 80% des productions agroalimentaires. Il y a tout un tissu interdépendant. C'est un mur du vivant. Et on retire les pierres les unes après les autres. L'outarde canepetière, le vison d'Europe, la tortue d'Hermann, à quoi ça sert? Tout est interlié. Voilà. Et le mur va s'effondrer, nous entraînant dans sa chute. Alors je crois qu'on a une très très lourde responsabilité. J'ai envie de dire, on a aussi une responsabilité éthique. On est les dominants de la planète et à cet égard, on a le devoir d'être attentif aux plus faibles. Et je voudrais dire également, parce que ça a été beaucoup évoqué sur la question climatique, est-ce que c'est la fin du mois ou la fin du monde qui compte? La semaine dernière, je marchais, je rappelle qu'il y avait quand même, selon les organisateurs, 25 000 marcheurs, selon la police, un peu moins naturellement, mais bon, peu importe, on était nombreux, il n'y avait pas que les gilets jaunes. Et la vraie question, est-ce qu'on fait de l'écologie quand on n'a pas de quoi à bouffer?
Et tu as dit à l'instant, arrêtons l'écologie punitive. Moi, je vois bien qu'on fasse comme nous le dit Ségolène Royal. N'empêche que je demande à ce qu'on soit lucide. Et ce que je viens d'évoquer de façon très synthétique, les conséquences du réchauffement climatique et le déclin de la biodiversité, il faut qu'on soit lucide de cette réalité. Ça n'est pas drôle. On ne peut pas rester indifférent. Alors, à la question posée, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais ajouter une chose aussi, parce que ça va dans le prolongement. C'est au fond cette question de bien-être animal. Alors, c'est secondaire, le climat, la biodiversité, le bien-être animal. Et puis quoi après? Eh bien, tout procède de la même démarche, y compris la misère sur la planète. Je rappelle quand même que le Club de Rome en 72 ou que la première COP, grande COP à Rio en 92, etc., ou la COP 21, l'objectif, c'était d'aider les plus démunis. Et on voit bien que la question climatique frappe en premier les plus démunis, de même que la biodiversité. Donc il faut s'y intéresser. Et j'en reviens juste à la condition animale. Voyez-vous, je suis frappé du décalage qu'il y a entre les élus, et je ne suis absolument pas du style tous pourris. Je pense qu'il y a des gens admirables, puis je le dis dans cette salle, sinon je me fais engueuler, il y a des gens admirables qui s'investissent dans l'intérêt général. Donc ça, j'en ai la conviction. Mon papa était député, je vis avec ça, chevillé au corps, et c'est peut-être un peu pour ça que je suis là. Mais en même temps, il y a des indifférences coupables. Quand vous regardez la loi agriculture et alimentation, il y a eu des amendements sur la condition animale. Oh, des choses très simples, vous parlez de l'Europe. Et c'est la recommandation que je suis venu vous faire, nous aligner sur ce qui se fait de bien en Europe. C'est le minimum que nous puissions faire. Eh bien, par exemple, on castre les porcelets sans anesthésie. On leur coupe la queue sans anesthésie. On leur meule les dents sans anesthésie. Je pense que si vous allez chez le dentiste, vous mesurez ce que ça veut dire. Il y a des pays, l'Allemagne et d'autres, qui ont décidé d'interdire, d'employer d'autres méthodes. Quand on a besoin de poules pondeuses, on n'a plus besoin des poussins mâles. Alors on les broie ou on les met dans des sacs plastiques pour les étouffer. Est-ce qu'on est au XXIe siècle? Il y a des pays européens qui ont interdit et qui ont imaginé d'autres méthodes. Ils sont capables d'identifier le sexe dans l'œuf et ils sélectionnent de cette manière. Tous les amendements visant à modifier, à améliorer le bien-être animal dans cette loi alimentation-agriculture, tous ont été retoqués. Il n'y en a pas un qui est passé. Il n'y a même pas eu la décence de dire « tiens, on le fera dans 4 ans, dans 6 ans, dans 3 ans, façon glyphosate ». Non, on retoqué. C'est un mépris inacceptable. Et je vous remercie, ça me touche de voir qu'il y a une attention sur cette question. Et bien sûr, j'ai conscience qu'il y a d'autres priorités. Mais tout doit s'engager. C'est Lamartine qui disait, puis tu m'arrêtes parce que je sens que je suis un peu long. On n'a pas deux cœurs, un cœur pour l'animal, un cœur pour l'homme. Il disait, on a un cœur ou on n'en a pas. Et voyez-vous, quand on voit les véganes, par exemple, que je n'accompagne pas dans leur démarche excessive, mais qui se développent, ces gens-là sont des jeunes, le plus souvent entre 20 et 35 ans. Il y en a dans la salle. Il y en a peut-être dans la salle. Oui. Ah c'est formidable, même à l'UDI, il y a des véganes, ils sont partout les véganes. Eh bien justement, c'est pas les enfants de la SPA, on leur a pas appris, hein, touche pas à l'animal. Ce sont des jeunes qui s'interrogent sur leur cohabitation avec le reste du vivant. Vous prenez le TGV, vous voyez des menus véganes. Eh bien, à cela, à ce mouvement de la société, on n'a aucune réponse politique. On a le mépris, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des décalages. Moi, je vois que la société est en avance sur les stratégies politiques et c'est très inquiétant. La société nous ouvre la voie, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, c'est souvent complexe, mais ne traitons pas des questions fondamentales par le mépris. Merci beaucoup, Alain. Merci. Donc, je remercie beaucoup Alain Bougrain-Dubourg qui va nous quitter parce qu'il doit partir sur un plateau télé. Voilà. Et donc, merci beaucoup pour ton intervention.
Monsieur le ministre, si vous voulez bien vous asseoir au milieu et on va voilà, continuer notre conférence sur le thème extrêmement d'actualité qui est la transition écologique énergétique. Et justement, je voulais savoir ce que vous pensiez des mesures qui sont proposées actuellement. Sont-elles cohérentes? Ne sont-elles pas contradictoires? Voilà, je vous pose la question, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, c'est de la génération d'Alain Bougrain-Dubourg, c'était il y a longtemps. Hein. En tous les cas, merci. Vous êtes ici pour représenter l'écologie de la volonté. Vous êtes ici pour réhabiliter la politique, j'en ai entendu tout à l'heure. Et dans le domaine de l'écologie, on a besoin de politique. On a besoin de choix, de volonté, de courage et de détermination. Pour être très simple, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, l'objectif, c'est évidemment d'avoir une Europe souveraine, d'avoir une politique de l'énergie européenne. Or, jusqu'à présent, la situation de l'énergie est la suivante. Chaque pays a obtenu que l'énergie soit l'affaire de sa souveraineté nationale. Et du coup, on n'a pas de politique européenne et on a une perte d'efficacité absolument considérable. Quel est l'objectif? C'est très simple, comme pour la France, comme pour l'Europe, c'est sortir du pétrole. Sortir du pétrole et des énergies fossiles en général, le charbon en premier, ce qui, du coup, nous oblige à discuter avec l'Allemagne, la Pologne et d'autres. Mais le pétrole d'abord. Le pétrole, c'est 60% en France. On parle toujours du nucléaire, mais c'est le pétrole le problème, les énergies fossiles. C'est ça, c'est pareil pour l'Europe. C'est 70% les hydrocarbures de l'énergie, de la consommation d'énergie en Europe. Sortir du pétrole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas dépendre de régimes qui coupent les têtes facilement comme ça. On ne va pas dépendre même des États-Unis qui sont devenus le premier producteur mondial. Ça veut dire qu'on n'ira pas faire des guerres un peu partout pour choisir les dirigeants des peuples à leur place, pour aller vider Kadhafi, vider Saddam Hussein, vider Bachar el-Assad. C'est pire après à chaque fois. Alors, il faut arrêter, quoi. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et donc c'est très très simple. Il y a un certain nombre de propositions qui sont sur la table. Et en effet, vous avez raison, madame, on ne peut pas tout faire à la fois. Si vous prenez la loi de madame Royal comme un exemple, si vous voulez, elle nous dit qu'il faut qu'on réduise de 50% la consommation d'énergie en 2050. Attendez, alors ça veut dire qu'il faut consommer 2 fois moins d'énergie. Alors c'est peut-être très bien, mais n'oubliez pas quand même que chaque fois que l'économie croît, chaque fois qu'une nouvelle activité est lancée, chaque fois qu'on veut faire quelque chose dans une mairie ou ailleurs, forcément on consomme de l'énergie. Et donc la question est très importante. Si l'énergie est propre, est-ce que c'est si grave que ça de réduire de 50%? Est-ce qu'il faut... On nous dit réduire le nucléaire. Alors, on a déjà compris que c'était une erreur. Donc manifestement, on a déjà reporté l'échéance. Moi, l'écologiste, je vous dis, on a encore besoin du nucléaire. Moi, je suis stupéfait d'entendre la démagogie ambiante, quoi. On en a encore besoin pour un certain temps, surveillons-le, faisons attention. Mais les énergies renouvelables, ça prend du temps et ça coûte cher. Et si vous avez déjà aujourd'hui un certain nombre de priorités sociales, je vais vous donner une petite recette. On a beaucoup d'argent dans la transition énergétique. L'essentiel de cet argent va à subventionner les énergies renouvelables. Très bien, les énergies renouvelables. Mais à partir du moment où elles deviennent rentables, une partie de cet argent doit aller à l'écologie sociale. Aider les gens à changer de chaudière, aider à isoler, aider à avoir des voitures économes en énergie. Il y a plein de choses simples et de bon sens qu'il faut faire en Europe. Et pour terminer, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on taxe les voitures, on taxe le carburant, et après tout, c'est normal dans une certaine mesure. Je pense que la taxation écologique est inéluctable à condition qu'on détaxe ailleurs, bien entendu. Mais pourquoi est-ce que les avions, pourquoi est-ce que le kérosène des avions n'est pas taxé? Les cargos aussi, les voilà. cargos. Et donc, si vous voulez, il y a forcément un peu plus de justice et d'égalité à introduire dans les politiques de l'énergie et de transition. Mais c'est très simple, vive l'Europe souveraine, vive l'Europe de l'énergie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur Lalonde, pour cette intervention. Je vais passer la parole à Christelle, qui va nous expliquer quelles sont les propositions que nous avons à l'UDI dans le cadre des élections européennes pour essayer de contrer le réchauffement climatique. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alain Bougrain-Dubourg a déjà évoqué un petit peu la question du réchauffement climatique. Moi, pour commencer, je voudrais partager avec vous quelques exemples récents
qui m'amèneront ensuite à vous parler de nos propositions. Cet été, la canicule en Europe, c'est 1500 victimes de plus que l'année dernière ou les autres années à la même époque. En France, les inondations récentes du département de l'Aude, et c'est une élue départementale qui vous le dit, c'est 17 morts, 70 blessés, c'est plus de 1000 km de route impraticables, c'est 7 mètres de niveau d'eau à certains endroits, et globalement, pour un département, c'est 300 millions d'euros de dégâts. Chez moi, en Savoie, le réchauffement climatique, ça va être le manque de neige, et puis on va aller pour continuer à prendre dans nos réserves naturelles pour pouvoir accueillir nos touristes, parce que sinon, c'est tout un pan de l'économie qui s'effondre. Concrètement, le réchauffement climatique, c'est une machine qui s'emballe et c'est un système qui est un peu spécifique, il est incontrôlable. Une fois qu'on l'a profondément déréglé, et Dieu sait qu'on le dérègle depuis plus de 40 ans, c'est l'effet domino qui s'enchaîne et on ne peut absolument plus rien maîtriser en termes de catastrophes. Et cette année, par exemple, dans le monde entier, c'est 84 ouragans et tempêtes qui nous ont dévastés. Et il y en a eu 3 en 15 jours, notamment chez l'illustre et disruptif Monsieur Trump, mais je reviendrai sur le cas des États-Unis tout à l'heure. Alors nous, à l'UDI, on fait le choix de s'engager sur cette question écologique et on a bien compris avec Jean-Christophe Lagarde, notre président, que cette question-là, elle ne peut pas se régler uniquement à l'échelon national et qu'elle doit bien évidemment être débattue et réglée au niveau européen. Pourquoi ? Parce que face à des États continents comme la Chine, qui est le premier producteur mondial, le premier contributeur mondial de production de gaz à effet de serre, les États-Unis, le second, et les autres, face à ces États continents, c'est évident que nous, tout seuls, nous ne pouvons pas régler cette question. Alors avec Jean-Philippe, Martine et tout un collectif, on a décidé à l'UDI de s'engager sur un programme qui est à la fois ambitieux mais réalisable. Alain Bougrain-Dubourg disait tout à l'heure, les plus 1 degré de réchauffement climatique, c'est le maximum qui doit être aujourd'hui acceptable. On a toute la question de la santé environnementale qui t'est chère, Martine, avec l'interdiction des perturbateurs endocriniens. Il y a aussi toute la question de changer nos modes de consommation, produire mieux, consommer mieux, régler la question de l'obsolescence programmée. Toutes ces propositions qu'on vous a déclinées en 20 points, vous allez les retrouver dans la pochette qui vous a été remise à l'entrée. Et ces élections européennes, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et vous avez déjà répondu oui tout à l'heure, on a le devoir de s'engager dans ces élections européennes parce que, évidemment, c'est notre ADN, mais bien au-delà sur la question environnementale, si on ne peut pas changer le monde tout seul, on a ce devoir collectif de s'engager ensemble pour nos enfants, nos petits-enfants et évidemment toutes les générations à venir, parce que quand eux arriveront aux affaires et en responsabilité, ils ne nous pardonneront pas notre lâcheté. Alors, derrière notre président, moi, tout à l'heure, j'ai entendu citer Lamartine, un poète qui m'est cher puisqu'il a vécu longtemps chez moi en Savoie. Moi, il y a une citation de Jean-Jacques Rousseau qui a aussi longtemps vécu à Chambéry qui dit « Pour bien voir les hommes, pour bien comprendre les hommes, il faut les voir agir ». Alors, ces élections européennes, c'est le moment de s'engager, c'est le moment d'agir collectivement derrière Jean-Christophe Lagarde et allons-y. Merci beaucoup, Christelle. Je vois que tu passes le micro à Hervé Prononce, et tu as raison. Donc Hervé, qui est agriculteur, mais qui est aussi maire d'une petite commune de 5000 habitants. Et donc c'est à toi que je vais poser la question de la PAC. Voilà. Que penses-tu de la prochaine PAC ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la politique agricole commune, c'est le premier budget de l'Union européenne. Sur globalement 150 milliards d'euros dépensés par l'Union européenne chaque année dans les territoires et dans les pays, la PAC représente à peu près 60 milliards. Et pour la France, la PAC, c'est globalement 8 à 10 milliards répartis pour tous les agriculteurs. Donc aujourd'hui, on est effectivement à un nouveau tournant, puisque la PAC est faite en fait pour 7 ans, comme le budget européen, et nous allons donc le négocier, ce nouveau budget, dans la foulée des élections européennes. La France, dans ce domaine-là, a des exigences aussi très fortes en matière d'environnement, en matière de transformation de la politique agricole commune, pour que sur nos territoires, eh bien, nous ayons une certaine équité, une certaine justice
Parce qu'on le voit très bien aussi, on a en Europe des systèmes à la fois environnementaux, sociaux, qui sont complètement différents. Et de la concurrence aussi pour les agriculteurs qu'il est souhaitable de lisser. C'est pour cette raison que nous, à l'UDI, aujourd'hui, et on l'avait déjà défendu avec Sophie Oconi quand j'étais avec elle aux élections européennes en 2014, nous souhaitons que nous ayons en France une agriculture, non pas à une seule vitesse, mais à plusieurs vitesses, pour des territoires comme dans le nord de la France, qui sont des territoires de production exportatrice. Mais nous avons aussi besoin d'une agriculture de proximité, d'une agriculture paysanne. Et pour moi, qui suis élu donc en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, dans la métropole, nous avons aussi un besoin d'une agriculture de proximité qui puisse servir de réseau et d'exemple pour nos cantines, par exemple, oui, qui puisse servir donc à éviter qu'on importe du Maroc, de Roumanie ou d'autres secteurs des produits bio, alors que sur le secteur, nous devons les faire. Donc voilà, en quelques mots, et je serai peut-être un peu caricatural, l'UDI aujourd'hui doit porter un projet, doit véritablement porter un projet en matière d'agriculture parce que c'est le premier budget européen et doit porter, comme le disait aussi Christelle, un projet qui doit être à la fois respectueux des territoires, des hommes, mais aussi de l'environnement. C'est notre ambition et c'est cela dans lequel nous nous engagerons, bien évidemment, avec toute l'UDI, avec Jean-Christophe Lagarde, pour ces prochaines élections européennes. Mais je te remercie, Hervé. Et puisque tu parlais de respect de l'environnement, je voulais avoir ton sentiment sur l'utilisation d'intrants comme les phytosanitaires. Alors là aussi, c'est un vaste sujet parce que c'est un peu comme l'affaire des Gilets jaunes dont on parlait tout à l'heure. Pendant des années, des dizaines d'années, on a incité, depuis le début des années 60, les agriculteurs à utiliser des produits phytosanitaires. On les a incités fortement à mettre justement ces produits et d'un seul coup, en quelques années, on nous explique aujourd'hui que ces produits phytosanitaires sont dangereux pour la santé, ce qui est vrai sur le fond. Néanmoins, il faut laisser aussi du temps aux agriculteurs. Mais ce temps, il faut leur proposer aussi des solutions. Depuis le Grenelle de l'environnement en 2008, il était prévu que de 2008 à 2018, nous puissions réduire de 50% les produits phytosanitaires. Oui, il n'en a rien été. Il n'en a rien été, donc aujourd'hui, il faut que nous trouvions des solutions alternatives. Comme le biocontrôle, par exemple ? Oui, bien sûr. Pour les petites et moyennes exploitations, c'est parfaitement réalisable, c'est économique. Oui, ce qu'il faut, c'est proposer des solutions aux agriculteurs. Des solutions, elles vont dans l'idée de préserver la terre, de préserver notre environnement, avec des solutions comme le non-labour, l'agriculture de conservation, par exemple, avec le système des couverts végétaux. Ce que je fais sur mon exploitation depuis des années, ce que nous faisons dans un réseau d'agriculteurs pour essayer justement d'utiliser beaucoup moins de phytosanitaires, d'éviter l'érosion éolienne en ne travaillant moins la terre, en mettant justement du couvert végétal avec des luzernes, des produits qui sont favorables à l'azote, par exemple, plutôt que de mettre de l'engrais. Et c'est ces pistes-là aussi, ces prochains temps, qu'il faut que nous utilisions. Ne soyons pas contraignants, soyons force de proposition. Et à l'UDI, on fera des propositions très simples et très claires pour réduire les produits phytosanitaires, pour avoir un environnement meilleur, éviter l'érosion éolienne de nos terres et éviter justement que nous soyons déclassés par rapport à certains pays de l'Est, par exemple, qui utilisent tous les produits phytosanitaires qu'ils veulent sans aucune réglementation. Voilà ce que nous portons à l'UDI et voilà ce qu'il faut que nous portons dès le mois de mai prochain. Merci beaucoup, Hervé. Avant de passer la parole à Jean-Philippe, je voulais juste faire une remarque et pour susciter votre réflexion là-dessus. En fait, quand pour reparler de la biodiversité que nous expliquait Alain Bougrain-Dubourg, quand on prend des cartes géographiques, les zones où la biodiversité est détruite sont les mêmes zones dans lesquelles on trouve une forte concentration de maladies de civilisation. Alors, les maladies de civilisation, ce sont les maladies qui sont dues à l'action de l'homme. Ce sont des maladies donc causées soit par les rejets toxiques, soit par des intrants toxiques dans l'agriculture, soit par des produits toxiques inclus dans les produits de consommation courante. Ces maladies, c'est le cancer, l'obésité, l'infertilité masculine, le diabète. Et donc, la santé environnementale, c'est vraiment quelque chose qui est malheureusement, actuellement, on essaye de trouver, c'est en dépit du bon sens de la manière dont nous le traitons actuellement, parce qu'on préfère guérir plutôt que prévenir. Et pourtant, le vieil adage prévenir plutôt que guérir, c'est quand même le bon sens. Donc, il y a des actions qui sont importantes
pas juste de dénoncer, mais surtout de proposer, parce qu'il y a des actions qui sont quand même très simples, qui ont un grand effet aussi sur les finances, puisque 60% des prises en charge des maladies en France sont sur des maladies dites de civilisation, dont souvent ce sont des maladies chroniques. Et je ne parle pas du coût humain, effectivement, puisque c'est bien de dépister, par exemple, mais c'est beaucoup mieux de prévenir et de ne pas être malade. Donc, il y a des mesures à prendre. Et justement, je vais passer la parole à Jean-Philippe Dugoin-Clément. Jean-Philippe est vice-président donc, au développement durable à la région Île-de-France. Et Jean-Philippe, il prend des dispositions, il agit. Et c'est pour ça que je vais te laisser nous expliquer exactement les actions que tu mènes à tous les niveaux et aussi avec des actions croisées sur différents sujets comme la biodiversité ou la santé environnementale. Bien, merci Martine, merci à toutes et tous. Tout d'abord, moi je vais vous dire que je suis extrêmement fier aujourd'hui que notre parti, l'UDI, ait pris le choix pour ce congrès consacré à l'Union européenne, consacré à l'Europe, à notre ambition pour l'Europe, eh bien de créer l'une de ces deux tables rondes sur la problématique environnementale. Je tenais à remercier notre président, Jean-Christophe Lagarde, d'avoir fait ce choix et d'avoir fait le choix d'assumer d'être des défenseurs, des porteurs de l'environnement comme un choix politique majeur pour l'Europe. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. En dehors de ELV, mais dans une logique sectaire, personne ne portera cette voie comme une priorité européenne. L'environnement, c'est, au sens large, c'est ce qui a provoqué la plupart des grands conflits passés, pour des questions énergétiques, pour des questions d'indépendance et de souveraineté énergétique. Et ces questions d'indépendance et de souveraineté énergétique que nous avons connues par le passé, eh bien, elles vont se renforcer de problématiques climatiques, de problématiques sanitaires, de problématiques alimentaires. Et seule la France, les États européens, ne seront pas capables de mettre en place les outils nécessaires à une indépendance, nécessaires à une pacification. Alors moi, je crois énormément, pour rebondir sur ce que disait Brice Lalonde, non pas forcément une écologie positive, on emploie souvent le mot pour sortir de ce qui a été la logique punitive qu'on nous a imposée à longueur de temps, comme un dogme depuis 10, 15, 20 ans. Mais je crois effectivement à ce qui est... Vous savez, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire, de ce qu'est une écologie sociale et solidaire, de ce qu'est une écologie qui soit acceptable, qui ne soit pas vécue que comme une contrainte, une écologie qui soit accompagnée pour être financièrement supportable par les plus fragiles d'entre nous, et puis également une écologie qui soit un outil d'indépendance. Alors moi, je voulais juste vous citer 5 exemples assez concrets de ce que nous pouvons porter au niveau européen, comme nous essayons de le faire dans les collectivités où nous sommes en situation, comme nous le faisons en Île-de-France avec tous mes collègues conseillers régionaux qui sont ici. Tout d'abord, c'est lutter pour sortir des perturbateurs endocriniens. Quand on parle de problématiques sanitaires majeures, ce n'est pas au niveau français qu'on aura les moyens uniquement de le faire, d'agir sur le monde entrepreneurial, d'avoir le poids économique pour le faire, c'est au niveau européen. C'est agir pour lutter contre le réchauffement climatique. On le disait tout à l'heure, 1,5 c'est déjà beaucoup, et 1,5 on sait que c'est déjà extrêmement dur à tenir en termes de degrés de réchauffement climatique. On va avancer là-dessus. Nous souhaitons mettre en place une taxe carbone à l'entrée des frontières européennes. C'est non seulement un outil de développement pour nos industries européennes, mais c'est aussi un moyen vertueux pour essayer d'agir hors les frontières. Nous souhaitons aller vers une indépendance énergétique européenne. Une indépendance énergétique européenne, ça veut dire effectivement soutenir le renouvelable, le soutenir en n'ayant pas d'a priori, en n'étant pas directif avec des ruptures du jour au lendemain, en accompagnant les choses, mais c'est garantir cette indépendance énergétique. Nous souhaitons créer un contrat de développement environnemental et partenarial avec les pays africains. Quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de respect de la biodiversité, c'est pas uniquement la France et ses 65 millions d'habitants, c'est pas uniquement l'Europe qui pourront agir, et on se doit d'aller notamment dans les secteurs où notre histoire fait que nous avons des liens particuliers, et bien créer, accompagner, développer, et je rejoins complètement Françoise Gatel là-dessus. Et puis la dernière chose,
On doit reprendre le pouvoir. Le politique doit reprendre le pouvoir et sortir des dogmes économiques. Le dogme des 3% de déficit est quelque chose qui, en matière environnementale, doit souffrir des exceptions. Nous devons nous donner les moyens de notre politique. Nous devons nous donner les moyens d'avoir une politique, une transition environnementale et énergétique vertueuse, sans pour autant essouffler les peuples, sans essouffler les citoyens. Et on ne le fera pas si on ne s'accorde pas des marges de manœuvre par rapport à ces 3%. Merci beaucoup, Jean-Philippe. J'ai pas compris. Donc Jean-Philippe, écoute, puisque tu avais la parole, je te propose de conclure notre table ronde. J'espère... Et oui. Quelle est la synthèse en fait de tout ce qu'on a dit aujourd'hui par rapport aux engagements que nous prenons à l'UDI? Alors, pour reprendre Kennedy, effectivement, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais Kennedy et Oconi, ça se ressemble. Donc, effectivement, il y a des liens et on les retrouve. Vous pouvez l'applaudir. Merci à tous. Moi, je crois que l'Europe et l'environnement, il sera ce que vous en ferez et il sera ce que vous en ferez par votre investissement à chacun. Il faut que le pouvoir politique se réinvestisse. N'ayez pas honte d'être politique, n'ayez pas honte de vous engager. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.